là, je suis prêt pour Take One. J'attends que tu clapes. Okay. Salut les gars, c'est Joel Yahi sur la chaîne Obsidia. On est à Orlando et on va vous dire toute la vérité sur la G-League. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got 'em picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all. Il faut qu'on dise tout ce qu'on s'est dit au resto l'autre soir. Il y a des choses qui m'ont surpris. Moi, j'ai été hyper. Je vais pas dire déçu parce que j'avais pas des high expectations. Moi aussi, je vais faire du franglais comme ça, ça sera tranquille. Non, en vrai, j'avais pas des hautes attentes, mais moi, j'imaginais ça vraiment comme une mini NBA, comme je t'ai dit. Je pensais vraiment que c'était la NBA avec un peu moins de public, mais marketé tout pareil, des plus petites salles. Et en fait, c'est pas du tout ça. Est-ce que tu peux me dire ce que toi, tu t'es dit la première fois que tu as mis les pieds en G-League? La première fois que j'ai mis les pieds en G-League, j'étais en two-way, donc tu vois, je me disais que c'était une ligue de développement. À l'époque, c'était la D-League, donc Development League. Tu peux expliquer ce que c'est que le two-way pour ceux qui Ouais, donc le two-way, c'est en gros, tu as un contrat. Il y a 15 contrats garantis en NBA, et ensuite, il y a quoi, 3-4 ans, ils ont ajouté 2 contrats. Donc en gros, c'est des contrats G-League et NBA, c'est pour ça que tu appelles ça two-way. Et tu as une limite de 50 matchs avec l'équipe NBA. En gros, ils peuvent t'assigner en G-League ou te ramener avec l'équipe principale. Ça, c'est l'équipe, les général managers qui décident, mais ça permet à en gros 2 joueurs de G-League d'avoir plus de chances avec une équipe principale. Et donc rapidement, les équipes que tu as fait en two-way? Donc j'ai commencé avec les Lakers pendant le training camp et ensuite je suis allé avec Washington, les Wizards, où j'ai fait toute la saison là-bas. Le premier truc qui m'a moi surpris, c'était le public. Comment ça se fait qu'il y a si peu d'intérêt alors qu'on a l'impression, quand on est en France, que c'est hyper médiatisé parce que la production télé, elle est presque comme la NBA, mais par contre dans les salles, ça n'a rien à voir. Ça, je dirais que ça dépend des salles. Nous, on a une plutôt grande salle avec un public qui est plutôt moyen. On est dans une ville où il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, je pense qu'à DC, par exemple, on avait plus de fans, mais la salle était beaucoup plus petite. Donc, évidemment, le rendu est meilleur, surtout à la télé. Mais d'un point de vue global, genre en général, c'est sûr que c'est pas rempli comme un match NBA, tu vois. Un match NBA, évidemment, les salles sont bien plus grandes et beaucoup plus de fans, mais l'engouement pour la G-League, il est pas le même, c'est sûr. Est-ce que si on va sur un terrain, les gens ils connaissent les joueurs de G-League d'Orlando ou pas? Non, pas sur un terrain lambda, tu vois. Les fans qui viennent au match, oui, il y a des réguliers, tu vois, nous on les voit. Mais si tu vas dans un terrain normal, tu vois, à Orlando, non. Parce que je pense qu'il y a même des joueurs NBA qui ne sont pas reconnus automatiquement, donc c'est sûr qu'un joueur de G-League ne sera pas reconnu, non. Avant ton premier contrat de G-League, c'était quoi tes attentes? Est-ce que tu imaginais ça comme une mini NBA? Moi, tu vois, je voyais en tant que ligue de développement, donc je me disais, les équipes NBA, elles envoient des jeunes joueurs là-bas pour se développer. Évidemment, il y a des joueurs qui n'ont pas été draftés ou qui jouent en NBA, qui ont envie de se montrer, donc ça permet d'être en gros à la porte de la NBA, tu vois, d'être juste à l'entrée, avec les coachs qui peuvent venir et tout ça, les general managers qui sont là. Je pense que la G-League, ils font un bon boulot de visibilité sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas à quel point c'est visible au niveau des general managers qui viennent au match, les scouts qui regardent les matchs. Évidemment, il y a G-League Ignite qui, les scouts sont à tous les matchs et tout ça. C'est un peu pour ça que l'équipe elle est là, avec tous les jeunes joueurs futurs choix de draft. Mais sinon, tu vois, tu sais jamais. Évidemment, c'est dur pour moi de dire « Oh, lui, c'est un scout ou pas », je ne le reconnaîtrais pas dans la salle, mais je pense qu'en tant que, même tu vois, en tant que joueur de G-League, on en parle, je pense qu'on sait que c'est pas les gens ils se ruent pas pour aller voir un match de G-League et pour faire scout, tu vois. Ils peuvent toujours les regarder le match en vidéo plus tard, donc c'est sûr que moi je me disais ok, c'est une ligue de développement, les gens peut-être qu'ils pensent un peu moins à gagner les matchs, plus à développer les jeunes choix de draft, tu vois, les gars qui arrivent et qui ont 20, 21 ans. Mais je pense qu'il y a des équipes qui veulent gagner parce qu'il faut aussi penser que les coachs, ils ont un boulot. Les coachs, ils ont envie d'être plus tard en NBA. Donc ça pousse à faire des choix ou des fois peut-être que tu fais jouer le joueur un peu plus vieux parce qu'il peut mettre des paniers et que tu veux sauver ton boulot. Donc, Avant-hier au resto, tu m'as repris sur un truc parce qu'on parlait de potentiellement pourquoi pas repartir en Europe. Et je t'ai dit, bah oui, mais Angélique, tu es peut-être plus proche de la NBA. Et tu m'as dit pas tant que ça. Parce qu'en fait, on se dit que c'est vraiment les portes effectivement de la NBA, mais j'ai l'impression que, de ce que tu me disais, c'était pas aussi simple que ça. Ouais, en fait, ça dépend. Chaque joueur a un statut, en fait, tu vois. Quand tu es en two-way, bien sûr que tu es plus proche de la NBA en G-League. Quand tu es un contrat garanti qu'on envoie pour travailler, évidemment que tu es dans la NBA.
tu as 2-3 joueurs par équipe qui ont un contrat, tu vois, un contrat training camp, tu vois. Et eux, évidemment, je pense qu'ils sont probablement plus proches de la NBA, du fait que les général managers dans l'équipe principale savent qui ils sont probablement, tu vois, en observation. Après, tu as des gars hein, qui sont à la G-League et qui ont genre 0 shot tu vois, à la NBA. Certains ils le savent, certains ne le savent pas, mais ils sont dans le confort tu vois, en G-League. Pour beaucoup de gens, et il y a beaucoup d'Américains qui, après 1 ou 2 ans en G-League, tu vois, ils font le saut. Ils vont en Europe, ils veulent se construire une carrière en Europe, soit pour revenir plus tard, plus mature, plus mûr dans 3-4 ans, après avoir voilà, fait de bons matchs, de bonnes saisons, certains en Euroleague, certains. Et puis il y en a d'autres, tu vois, comme Mike James par exemple. Je pense que c'est un exemple parfait. Tu vois, il était en bordure un peu en NBA, il fait le banc. Il est en Europe, il casse tout, il revient pendant 1 an, il n'est pas content, donc il revient en Europe encore, il casse tout. Et qui sait, peut-être qu'il veut repartir ou pas, mais en tout cas, je pense que lui, c'était la preuve qu'en performant en Europe, il y a aussi des yeux, tu vois, qui regardent l'Euroleague. Je pense que l'Euroleague, elle est de plus en plus, a de plus en plus de valeur aux yeux des scouts. Et moi je pense que l'Euroleague a plus de valeur basketball parlant que la G-League. Mais la proximité de la G-League, le fait que tu sois voilà, dans la même ville que ton équipe NBA, que voilà, tu vois les joueurs NBA, que tu vois les GM et tout ça, c'est sûr que ça amène un certain confort pour les joueurs, tu vois, pour se dire, OK, peut-être que je ne suis pas si loin que ça au final, tu vois. Et en fait, c'est peut-être là que tu es le plus loin alors que tu es dans la même ville. Et en fait, pour certains joueurs, c'est sûr qu'il y avait beaucoup mieux à faire en allant en Europe, parce qu'au pire des cas, en Europe, tu construis une carrière, tu vois. Et en Europe, les carrières, elles se construisent. Il faut gravir les échelons. Ici, il n'y a pas vraiment d'échelon à gravir, c'est G-League ou NBA, période. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'en Europe, au final, tu construis une carrière. Mais comme je te disais aussi, il y a des joueurs ici qui se disent, quoi qu'il arrive, quelle que soit la somme d'argent, je n'irai pas en Europe. Parce qu'ils sont américains, parce qu'ils veulent rester chez eux, parce qu'ils n'ont jamais quitté le territoire. Ça, c'est fou. Parce que XYZ, tu vois. Donc, y a un truc aussi qui m'a surpris, c'est que dans mon imaginaire de passionné de basket qui voit la G-League comme une petite NBA, il y a pas mal d'argent. Il n'y a pas de la même argent qu'en NBA, mais je me dis c'est toujours mieux qu'en France. En fait, pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les salaires moyens en G-League? Donc le salaire minimum, c'est 40 000. On joue sur 6 mois, 5-6 mois. Par an, c'est ça? Ouais, par an, par an. On joue sur 5-6 mois pendant l'année, donc tu fais 40 000. Et ensuite, les contrats training camp, ils ont un bonus de 50 000, donc tu finis à 90 000 l'année. Il y a d'autres bonus qui viennent avec les playoffs et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup d'argent en G-League. C'est pour ça que là, les plupart des Américains, ils se donnent 1 an, 2 ans. Si ça ne marche pas, autant aller construire, comme j'ai dit, une carrière en Europe et faire de l'argent. Comme je dis, il y en a d'autres qui sont en confort parce qu'au final, ils payent pour ton appartement, ils payent pour ta nourriture, ils payent pour tes déplacements. Donc, au final, il y a beaucoup d'argent que tu n'utilises pas, entre guillemets. Mais ouais, ça revient à la même chose. Comment est-ce que tu peux faire de l'argent quand il n'y a pas de fans pour emmener de l'argent, quand il n'y a pas de vente de maillots? Les droits TV, ils sont pas ouf. Mais ça, pareil, c'est incroyable. J'arrive, je me dis, je vais avoir une boutique pour aller acheter ton maillot. Donc déjà, la boutique, c'est un stand et il n'y a pas de maillot de joueur. Ouais. Et tu as ça, et encore, je ne sais même pas si c'est une question de règles ou si c'est une question de... On ne veut pas essayer de vendre au cas où il n'y a personne qui achète. Je ne sais pas si c'est des règles pareilles. On ne vend pas de maillot parce que tel, mais je crois pas je crois pas. Même l'an dernier à Washington, je pense pas qu'ils vendaient de maillot, tu vois. Moi, je t'ai découvert, je connais ton nom depuis longtemps, je t'ai un peu plus découvert avec Brice Herreda. Ouais. On parlera pas des scores, etc. Ouais. Mais non, ce que j'ai découvert l'autre soir, c'est qu'en fait, t'es juste un passionné de basket, qu'importe les sous, qu'importe la ville, qu'importe l'endroit, tu veux jouer au basket. Qu'est-ce qui fait que tu arrives encore à t'accrocher aujourd'hui? Parce qu'on a vu que, tu vois, un match comme hier soir où la cohésion d'équipe n'est pas forcément là, les fans ne sont pas là, la salle elle donne pas trop envie, tu vois. Qu'est-ce qui te fait rester en G-League? Comme tu as dit, moi j'aime le basket en fait. J'aime le basket. Évidemment, une fois que tu as touché un peu à la NBA, tu as envie de savoir comment est-ce que je peux retourner. Évidemment le plus vite possible, comme tout le monde. Mais je pense que, comme tu as dit, moi, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment l'argent quoi que ce soit. C'est juste vouloir réaliser le rêve que j'ai depuis tout petit, tu vois. Et je sais qu'il y en a plein qui ont mon rêve, il y en a plein qui essayent par diverses manières. Et pour l'instant, tu vois, je pense que le chemin à prendre, c'était la G-League cette année, du moins. Évidemment, dans un mois ou quoi, la saison est terminée, il va falloir prendre des décisions. Mais moi, je ne parlerai jamais de vue la NBA, même si tu vois, je rentre en Europe ou que j'arrive.
n'importe où dans le monde, ça sera la NBA. Et je pense qu'il faut être réaliste, tu vois. Tout le monde rêve de la NBA, il n'y a que 400 spots ou quoi dans le monde entier. Je suis aussi, tu vois, je pense qu'il y a des fenêtres, tu vois. Et une fois que ta fenêtre est passée, tu vois, le mieux que tu puisses faire, c'est essayer d'en recréer une. Mais tu n'en recréeras pas une en t'accrochant, tu vois, en t'accrochant au wagon si tu es largué. Donc c'est pour ça que, comme je t'ai dit, il y a des fois, la meilleure chose à faire, c'est de rentrer en Europe, créer ta carrière. Et des fois même, c'est oublier la NBA, tu vois. Fais ta carrière en Europe. Si la NBA vient taper à la porte, parfait. Mais je pense que, surtout aux US, tu vois, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de partir en Europe et d'être oubliés. Ils ont peur de partir en Europe et il n'y a personne qui va regarder mes matchs, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on a plus de chances d'être oublié en G-League ou en Europe? Tu vois, c'est dur parce que quand on parle d'Europe, c'est où, tu vois? Parce qu'il y a des championnats en Pologne, tu vois. Pas tout le monde aura l'opportunité de sortir de la G-League pour aller jouer en Eurocup, pour aller jouer en Champions League, tu vois. La plupart, il faut aller dans les championnats peut-être, tu vois, comme je dis, Pologne ou quelque part pour ensuite pouvoir être en France, Turquie, Espagne. Et ensuite, il faut encore essayer de gravir un autre échelon parce que tu vois, l'Europe, il faut, comme je dis, tu construis ta carrière. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de. Tu vois, je pense à Eli, tu vois. Eli, il a eu la chance d'aller direct, tu vois, à Lyon parce qu'il avait un pédigré en Europe, en NBA, tu vois. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir accéder. Donc, il faut aussi se rendre compte que voilà, ces Américains-là, ils n'ont peut-être pas envie d'aller en Europe parce qu'ils ne commenceront pas en Espagne ou en Turquie et ils ne commenceront pas en Euroleague. Tu vois, ils commenceront peut-être dans les championnats qui ne font pas tant plaisir que ça. Et je pense que ça teste à quel point tu aimes le basket en vrai, tu vois. Ça teste à quel point tu fais ça pour l'argent ou tu fais ça pour le basket. Tu me disais que dans ton équipe cette année, personne n'a été appelé dans l'équipe A. Ouais, je crois qu'ils ont un numéro de combien de personnes ont été. Ils appellent ça un call-up. Combien de personnes ont été call-up. Je crois que dans l'année, je crois qu'on est autour de 50 dans toute la G-League. Il y a 50 joueurs qui ont été appelés. Non, même pas 50 joueurs, il y a 50 call-up. Il y a des gens qui ont été appelés plusieurs fois. Nous, on a une équipe. On regarde Orlando, on a une équipe de jeunes, on a une équipe avec 15 joueurs qui sont plutôt en bonne santé, donc c'est difficile d'être appelé. Comme je te disais, c'est une question d'opportunité et dans la situation dans laquelle tu es. Il y a des joueurs l'an dernier, ils étaient un peu médiocres en G-League et cette année, ils sont dans une nouvelle équipe et ils se font appeler, tu vois, en NBA. Ouais. Donc c'est vraiment une question, tu vois, il y a d'autres joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs dans mon équipe, peut-être que dans une autre équipe, ils sont moins bons, ils sont meilleurs. Mais après, voilà, c'est là qu'on parle encore à quel point est-ce que tu vois, les généraux majeurs, les scouts regardent ce que tu fais. Parce qu'au final, tu peux être appelé par les 30 équipes. Donc, tu sais, tu as envie de te dire, si je suis bon, je vais être appelé. Mais la G-League, c'est pas comme ça. La G-League, c'est tu peux faire tout de la meilleure des manières, mais il n'y a pas de place en haut. Ou alors, tu peux faire tout de la meilleure des manières, mais il n'y a personne qui se blesse. Ou alors, tu fais tout de la meilleure des manières, mais les gens, ils t'ont pas vu. C'est pour ça, c'est ça qui est un peu tricky, tu vois. Oui, tu es à la porte, mais en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voir la porte? Donc c'est pour ça que c'est ça qui, comme je dis, souvent je dis, tu peux faire exactement ce qu'ils te demandent. Tu peux être parfait, mais ils vont prendre un gars qui a fait la même chose pendant 8 ans en NBA et qui était sorti de la ligue, tu vois, et qui revienne plutôt qu'un jeune gars qui l'a fait en G-League très bien, mais on préfère voir un gars qui l'a déjà fait en NBA. Donc c'est pour ça, ouais. Et toi, tu as fait quelques matchs NBA, tu sais exactement combien? 7. 7. Ouais. C'était avec des bons teammates? Tu vois, c'était à DC et c'était des fins de match. Soit on est à moins 20, soit on est à plus 20 et on nous fait jouer. Moi, je dirais pas vraiment que j'ai de l'expérience NBA, pour être honnête. T'as de l'expérience vestiaire NBA? Ouais, voilà. Et je suis vraiment content d'avoir pu, tu vois, au final, réaliser mon rêve de jouer un match NBA, de marquer 2 points NBA. Tu vois, c'est des choses quand même que je prends pas pour acquis parce que, comme je dis, il y a des millions de personnes, tu vois, dans le monde qui rêveraient de pouvoir tu vois, jouer un match NBA ou même être dans un vestiaire NBA. Donc ça, je prends pas ça pour acquis. Tu vois, je suis vraiment, tu vois, je garde les pieds sur terre. Mais comme j'ai dit, tu vois, une fois que tu touches, tu as envie de rester, tu as envie de continuer, tu as envie de faire plus. Donc c'est pour ça, je pense que c'est ça qui me donne encore plus faim, tu vois. Tu penses que si tu n'avais pas encore mis les pieds en NBA aujourd'hui, tu aurais moins faim? Je sais pas si moins faim, ça serait le terme, mais je pense que, tu vois, je me dirais, c'est pas encore arrivé, c'est pas encore arrivé. Là, le fait que je me dise, je sais comment ça marche, j'ai été là,
j'ai pas vraiment eu une opportunité, tu vois, de jouer des réelles minutes, tu vois, dans un match NBA. Donc, tu vois, je me dis, j'ai envie d'avoir cette opportunité, tu vois, je pense que je peux le faire, je pense que je peux le faire. Si jamais j'avais pas été, peut-être que j'aurais été un peu plus naïf sur le fait qu'au final, je sais pas à quel point ils sont forts, je sais pas à quel point ça va vite, mais le fait que je sache un peu, tu vois, à quel point ça va vite, etc., tu vois, je me dis qu'il y a quelque chose à faire, donc c'est ça qui me donne, comme je dis. Et alors, du coup, tu me disais aussi que, en fait, tout le monde a les mêmes systèmes ici. Ouais. Ça, c'est. C'est pour ça que tu vois, les gens ils se font trade et ils arrivent à jouer avec l'équipe, avec une nouvelle équipe le jour après, parce que c'est vraiment une question de position, tu vois. Si jamais tu as tous les gars qui sont autour, tu sais que si tu fais la passe ici, lui il doit couper, il doit faire ça. C'est un peu un langage universel dans l'NBA, tu vois. Tu sais que quand ton adversaire il dit wide, tu sais que ça va être un high pin, tu vois. Quand le gars il dit delay, tu sais que tu vas faire la passe là-bas et que l'action va aller. C'est genre, tu sais, en tant que défenseur, en tant qu'attaquant, tu sais exactement. Évidemment, il y a 2-3 noms pour ces mêmes actions, mais au final, tu sais ce qui va se passer. Et tu vois, des fois, tu dis même pas, tu n'annonces même pas le système. Tu sais que quand tu fais la passe là, tu dois faire ça, lui il va faire ci, il va faire ça. Donc, c'est une fois que tu arrives dans les playoffs, tu vois, ou alors quand tu as des temps morts, c'est là que tu vois, le coach il va mettre un système en place. Et là, tu vas essayer d'aller grappiller 2 ou 3 points sur un petit, tu vois, une petite fantaisie un peu. Mais sinon, c'est vraiment une question de qui est-ce qui va exécuter le plan et le système de la meilleure manière. Parce que c'est l'individualité de chaque joueur qui va faire la différence sur les mêmes systèmes. C'est à ce point-là, vraiment, c'est juste ça, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va être un peu plus agressif sur, tu vois, ce pick and roll, et quelqu'un qui va être moins agressif, et ça va être juste là. Ou alors, tu sais, tu as un intérieur qui, au lieu de faire la passe, il va prendre un tir à 3 points, hop, tu rates, et puis c'est des petites choses au final, parce que, comme j'ai dit, hein, les systèmes, c'est les mêmes, les gens, ils jouent 82 matchs en 6 mois, 7 mois, donc tu vois les mêmes choses, les mêmes schémas, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Mais c'est à quel point est-ce que tu peux être consistant. C'est vraiment une question de consistance et de montrer que tu peux faire ça encore. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire cette action-là une fois par semaine ou une fois 2-3 matchs, mais est-ce que tu peux faire encore. C'est ça qui va te faire gagner la place NBA. Et alors, tu m'as parlé de 2 façons d'aborder une opportunité NBA. Je sais pas si toi, selon toi, eu la bonne. Est-ce que tu referais différemment? Et quelles sont ces 2 façons d'aborder un match NBA? Moi, j'appelle ça soit tu joues en gros à l'américaine, soit tu joues. Moi, tu vois, j'ai toujours cette culture française, européenne en moi. Tu sais, tu te dis que tu fais la passe, tu coupes, tu as le banc, il va te revenir parce qu'on bouge la balle, les joueurs bougent. Moi, ce qui m'avait fait défaut à Los Angeles, c'est que j'étais le seul à le faire. Et j'étais sur le terrain avec 3 ou 4 gars qui étaient plus agressifs, entre guillemets, et plus. Ils étaient un peu libérés, tu vois, au niveau de leur esprit. Ils étaient là, ça peut être ma seule chance, donc je vais la saisir. Je vais prendre les tirs, bon tir ou pas bon tir. Peut-être que si je dois faire l'extra passe, autant tirer, tu vois. Et tu vois, moi, je suis un peu j'étais dans l'optique opposée, tu vois. Aujourd'hui, tu referais différemment? Différemment, je dirais oui et non, parce qu'au final, c'est la façon dont je joue et c'est ce qui m'a amené ici. La raison pour laquelle ils m'ont signé, c'est parce que je jouais de cette manière. C'est pas parce qu'au collège, c'est comme ça que je joue aussi. Donc dans ma tête, je me dis oui et non. Je pense que c'est facile de se dire ouais, la prochaine fois que tu y vas, juste prends tous tes tirs, mais si c'est pas ta manière de jouer, ce sera pas instinctif. Au final, ouais, t'es le meilleur quand tu joues de la façon dont tu joues, tu vois. Je pense que si jamais je devais refaire, je pense que je jouerais de la même façon avec un peu plus d'agressivité, évidemment, parce que tu ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Mais je pense aussi que, pareil, c'est une question d'opportunité et de place, tu vois. Je pense que si on m'avait mis peut-être 5 minutes plus tôt avec des joueurs qui jouent en NBA, oui, il y a des joueurs NBA qui jouent de la même façon, je suis d'accord. Mais pas tous. Pas tous. Nous, on était plus des joueurs qui essayaient de se faire une place. Et entre guillemets, il y en a beaucoup qui avaient cet esprit de ouais, je sais pas quand est-ce que j'aurai mon autre opportunité, donc autant la saisir. Et chacun joue de la même manière, tu vois. Au final, je pense que le basket, tu vois, le basket européen, c'est le basket que je jouais un peu plus. Évidemment, je suis aux US depuis un bon bout de temps, donc tu vois, je mélange un peu les deux, mais j'étais dans une situation où, comme j'ai dit, au final, je faisais un petit peu de cardio, tu vois. Je faisais les passes, mais le ballon ne revenait pas. Ou alors, quand tu étais tout seul, la balle ne venait pas. Donc, ça m'a desservi, entre guillemets. Eux, ils ont vu ça comme un sens de
manque d'agressivité, tu vois. Quelques anecdotes sur les joueurs que tu as pu côtoyer dans les vestiaires ou que tu as affronté, le gosse que tu étais quand tu étais dans le vestiaire plutôt que le joueur. Est-ce que tu as des bons ou des mauvais souvenirs de la NBA? Ouais, tu vois, je parlais des Lakers, mais tu vois, je suis dans un vestiaire avec LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Dwight Howard. J'ai beaucoup appris, tu vois. Moi et Rondo, par exemple, tu vois, je crois qu'on était à Phoenix. On est à Phoenix et il m'envoie un message, il dit ouais, viens dans ma chambre, tu vois, et on joue aux échecs, tu vois. On joue aux échecs de temps en temps, mais tu comprends que le gars, tu vois, il est fait pour les échecs. Juste comme sur le terrain, tu vois, il est fait parce qu'il pense 2-3 fois en avant et je suis là. Et tu vois, pareil, Rondo, il m'a pris son aile, on regardait le film ensemble, c'est vraiment un bon gars, tu vois. Et je pense que de l'extérieur, par un gars comme Carmelo Anthony, moi je pense que les gens ils comprennent pas, tu vois. Carmelo Anthony, il me donnait des conseils. Carmelo Anthony, c'est un gars il est vu d'une manière, du fait qu'il joue au basket d'une manière, tu vois. Et la manière qu'il a amené là où il est, la manière qu'il a porté, qui va faire que c'est un Hall of Fame, tu vois. Mais tu vois, Carmelo Anthony, il est tellement unselfish, tu vois, hors du terrain. Et tu vois, j'étais un two-way, 21 ans, tu vois, il pourrait n'en avoir rien à faire. Et je dirais la même chose pour LeBron, tu vois. LeBron, je vais à la salle, il est quoi? Il est 6 heures, LeBron, il est déjà là. Et oui, on peut penser que, oh non, LeBron, il est déjà là, tu vois. Et Westbrook, pareil, ils font leur workout à 6 d'un côté, je suis de l'autre côté. Dans ma tête, je me dis, les gars, ils sont pas là, tu vois, juste comme ça. Et oui, il y a le talent, oui, LeBron, il est oui, mais les gars, ils travaillent. Et les gars, ils pourraient ne pas travailler quand ils pensent. Hein. Les gars, ils pourraient n'avoir rien à faire, ils sont déjà exactement là où ils avaient rêvé, et peut-être plus. Mais je pense que la charge de travail que les gars ils s'infligent, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte vraiment. On ne se rend pas compte vraiment parce que la manière dont ils prennent soin de leur corps, la manière dont chaque rep, tu vois, elle est calculée. Parce qu'au final, pareil, LeBron, il a presque, je sais pas quel âge, 40 ans, mais il ne peut pas être au gymnase pendant 2 heures et gaspiller de temps, tu vois. Chaque répétition, elle doit être carrée parce que lui, même lui, il ne veut pas être là pendant 3 heures. Il sait que, tu vois, son corps, donc je crois que c'est 2-3 petites choses, tu vois, qui m'ont vraiment marqué. Donc j'ai beaucoup appris quand j'étais à LA. Ouais. Il y a des petites choses que tu gardes de la routine de joueurs que tu as croisés là-bas? Moi, tu vois, ce que j'ai appris, c'est vraiment la routine de chacun est vraiment différente. Tu vois, un gars, généralement, en NBA, les superstars, par exemple, elles font leur échauffement individuel le plus proche du match, tu vois. Westbrook, il est toujours le premier. Et tu vois, c'est quelque chose qu'il fait depuis super longtemps, j'imagine. Mais tu vois, je me suis dit, chacun a vraiment sa routine individuelle. Et c'est pas une question de « oh, tu fais ça, oh, ok ». C'est plus une question de qu'est-ce qui va me faire que moi, une fois que je rentre sur le terrain, je suis le mieux équipé, tu vois, pour performer. Tu vois, pareil avec Rondo, par exemple, moi, je fais mon échauffement en premier avec les jeunes. Et ensuite, quand Rondo il arrive, Rondo il m'appelle encore et moi, je vais l'aider à faire son workout. C'est-à-dire qu'on va jouer un contrat avant le match. Il va prendre des tirs à 3 points et en gros, moi, je fais des close-outs sur lui. Et lui, tu vois, c'est sa manière de chauffer, tu vois. Il prend un petit jeune et puis il fait, tu vois, un contre un light, évidemment, on n'est pas là pour essayer de… Mais tu vois, il travaille ses finitions. Et tu vois, de mon côté, je me dis, j'ai jamais vu ça, moi. Là, depuis les 3 équipes que j'ai faites, j'ai jamais vu personne faire ça. Mais tu vois, Rondo, c'était sa manière de s'échauffer, tu vois. Et donc, je me dis, tu vois, LeBron, il va faire sa muscu un peu avant le match. Et ensuite, il va aller faire son échauffement et ensuite, il va aller faire ses trucs. Et chacun a une routine très différente. Mais tant que tu vois ta routine, elle respecte la routine d'autrui, tu fais ce que tu veux. Ça fait 2 fois que du coup, je vois tes matchs et j'attends que tu sortes avec tout le monde et tu arrives au dernier moment. Pourquoi tu arrives au dernier moment à l'échauffement? En fait, on a notre meeting à 30 minutes avant le match et tout le monde s'échauffe. Je crois qu'on sort à 14 minutes, c'est ça. Mais moi, une fois qu'on a fini on finit le speech vers 18 minutes. Je laisse tout le monde se faire strapper, ensuite je vais me faire strapper, je mets mon maillot et ensuite tu vois, genre je chill. Est-ce qu'il n'est pas obligatoire le warm-up? Non, le obligatoire, tu vois. Moi je sais qu'en équipe de France, ça, tu sais, quand on est jeune, tu vois, c'était un peu plus rigide, tu vois, c'est genre tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, tout le monde s'habille de la même manière. Même dans les clubs, tu vois, je sais pas comment ça marche en France ou en Europe, mais ils te donnent la liberté, tu vois. Il y a un jour où l'échauffement d'avant-match, tu vois, il y a un jour où je ne le sentais pas, donc je ne l'ai pas fait, tu vois. Mais il n'y a personne qui m'a… Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois à ton meilleur au moment de préparer le match.
Et voilà, ce jour-là, tu vois, j'avais pris un coup, j'ai pas vraiment envie de le faire, je le fais pas. Et tu vois, j'ai pas eu un mauvais match, mais c'est juste qu'à ce moment-là, je sentais pas. Il y a des jours où, tu vois, je veux juste faire du catch and shoot avant les matchs. Il y a des jours où on va plus être dans le dribble. Et c'est vraiment, ils te donnent la liberté. Comme je dis, eux, ce qu'ils veulent, les Américains, c'est le résultat. C'est le résultat. Donc au final, tant que tu performes, tu vois, si jamais je me chauffe pas 3 fois d'affilée ou 4 fois d'affilée et que j'ai des mauvais matchs, ils s'en foutent même. Parce que c'est toi. Si t'as pas été chauffé, mon petit peut-être, tu vois. Mais voilà, il y a des jours où je vais sortir plus tôt et que je vais aller courir parce que je me sens que j'ai besoin de me chauffer. Il y a des jours où mon activation, je l'ai bien fait, donc j'ai pas vraiment besoin de me chauffer, de courir et de prendre des tirs pendant 7 minutes. Donc c'est comme ça. La dernière chose que je voulais te demander, donc tu sais que le format qu'on est en train de faire, ça s'appelle Worldwide Fam. Et le prochain épisode, il est avec quelqu'un que tu connais très bien puisque c'est ta sœur. Est-ce que tu peux regarder la caméra qui est là-bas et lui lancer un défi basket? Ce que tu veux, peut-être tu connais ses habitudes, ses trucs. On sera sur un terrain avec elle et il faudrait que tu lui proposes quelque chose qu'elle devra réaliser en vidéo. Je pense que je vais rester simple et je vais juste dire mettre un tir du milieu de terrain, tranquille. C'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire tous les deux. Merci beaucoup. Pas de souci, merci. C'était, je sais pas, regardez, on voit là, c'était le premier format Worldwide Fam pour Puma. Je suis très content qu'on ait commencé ensemble. Je savais que tu étais un bon candidat pour ça. Je savais aussi que côté divertissement, tu avais tout donné avec Reda et Brice. Donc je voulais qu'on parle de trucs un peu sérieux. Merci d'avoir dit toute la vérité sur la G-League. Et on est parti pour 2 tirs en arrière qui n'en font qu'un. C'est parti. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I'm making it easy. Yeah, Mayweather with the